Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Améliorer les relations entre civils et militaires pour une meilleure cohabitation. Le sujet était au centre d'une conférence publique hier à l'université de Lomé. Première édition de l'Académie pour l'entrepreneuriat des femmes africaines au Togo. 25 femmes entrepreneurs ont appris le montage d'une affaire, la recherche des sources de financement, de crédit et de mentorat. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé hier avec les diplomates accrédités dans le pays. Il a donné les raisons du changement à la tête de l'État et demandé le soutien des ambassadeurs. Les invités de ce samedi aborderont deux sujets. D'abord, la cohabitation entre civils et militaires. Ensuite, le rôle de l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Les autres rubriques du journal magazine pluriel, les sports, les échos du palais et la revue de presse. Renforcement des relations entre les civils et les militaires. Le sujet était à l'ordre du jour d'une conférence publique à l'auditorium de l'université de Lomé hier. Elle a été animée par un panel d'enseignants d'université, Yao Kamake. Le conférencier principal, professeur Axel Auger, enseignant-chercheur à l'école militaire de Saint-Cyr, a développé plusieurs aspects de ce sujet, à savoir l'armée et l'affermissement des relations civilo-militaires, la restauration de la confiance et promotion patriotique. Il y a la nécessité de consolider les forces morales de la nation. Un des termes de la devise nationale, c'est le patriotisme, c'est la patrie. Ça veut donc dire que la société doit se sentir sensibilisée aux affaires de sécurité, aux affaires de défense. Comme nous l'avons dit, la sécurité n'est plus que militaire. Et donc, une société sensibilisée à ces enjeux est une société plus résiliente et plus résistante. L'autre composante de la problématique qui a retenu l'attention de l'auditoire est l'essor de la fonction duale de la force terrestre, un aspect que le professeur Axel Auger explique. La fonction duale des forces armées, c'est la fonction qui permet, pour prendre le cas de l'armée de terre, d'accomplir des missions autres que la guerre, c'est-à-dire de contribuer par ses capacités à des missions de développement, des missions visant à consolider l'autorité publique. Outre la présence du ministre professeur Akoda Ayoadan, porte-parole du gouvernement, en qualité de modérateur principal, et du ministre professeur Doji Kokoroko, président de l'université de Lomé, le conférencier Axel Auger avait à ses côtés 4 hauts panélistes, dont le ministre Christian Trimois, également porte-parole du gouvernement. Cette conférence publique lance officiellement le fonctionnement d'un nouvel instrument d'enseignement supérieur dénommé Institut des études statistiques IES. L'Académie pour l'entrepreneuriat des femmes africaines, la première édition au Togo, a pris fin hier. 25 participantes ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'est une initiative du ministère en charge du développement à la base et l'ambassade des États-Unis au Togo. Geneviève Pognon. Pendant 2 jours, les 25 femmes entrepreneurs venues de tous les horizons du Togo ont appris le montage de leur plan d'affaires, la recherche des sources de financement, de la clientèle et le mentorat. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Je suis vraiment très satisfaite de ce que nous avons eu comme formation parce que d'abord ça nous a permis d'apprendre les réalités du terrain. C'est une très bonne chose et je peux dire aussi qu'au cours de cette formation, nous avons découvert beaucoup de choses parce que nous sommes des entrepreneurs qui viennent de rentrer dans l'entrepreneuriat
sommes des novices. Donc grâce à des mentors qu'on nous a donnés, ils nous ont aidés, nous ont donné les points à suivre et des petits trucs qui doivent nous fracasser dans l'entrepreneuriat, mais on ne doit pas baisser les bras car n'est pas entrepreneur qui veut. L'Académie pour l'entrepreneuriat des femmes africaines est un programme qui vise à former les femmes entrepreneurs, celles du Togo en particulier, pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Idissa Halourou, directeur exécutif du Centre des ressources en entrepreneuriat social. Le programme de l'Académie pour les femmes entrepreneurs africaines, il s'agissait de comment concevoir son projet, comment concevoir son business plan, comment essayer de canaliser les ressources, les recettes. Donc il y a plusieurs détails sur les 13 modules et tout était en anglais. Nous avons donné une formation en ligne qui consistait à suivre des étapes, une formation modulée que nous appelons Dream Builder. Le ministre du Développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida, s'est réjoui du déroulement de cette formation. Les résultats de la première édition du programme de l'Académie pour l'entrepreneuriat des femmes sont encourageants. Grâce à vous, à votre dynamisme, à votre disponibilité, à votre volonté de vous épanouir, d'apprendre, de vous découvrir, de vous surpasser, d'être le meilleur de qui vous êtes. Et nous avons à peu près 25 femmes qui vont changer la façon dont elles abordent leurs affaires, qui vont devenir plus proactives dans la recherche des partenariats et plus enclines à rejoindre des réseaux d'entrepreneurs de femmes dans le monde. La remise des attestations de participation bénéficiaire a mis fin à la cérémonie. Geneviève Pognon, ce communiqué du ministère de la Santé. À présent, il porte sur les sirops pour enfants ayant causé la mort des enfants dans un pays africain. C'est avec Pacom Johnson. Des décès d'enfants enregistrés dans un pays de la région ouest africaine ont été notifiés par l'OMS à travers sa conférence hebdomadaire. Ces décès seraient liés à des lésions rénales aiguës causées par des sirops contre la toux et le rhume fabriqués par le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical. Les médicaments en cause sont la promethazine, le cofesmalin, le Macof et le Magrip. Selon l'OMS, les effets toxiques incluent entre autres des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, des incapacités à uriner, des maux de tête, une altération de l'état mental et des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, après vérification auprès des services compétents, informe l'opinion publique qu'à ce jour, ce laboratoire n'est pas agréé par le Togo. Aucun des médicaments en cause n'a obtenu l'autorisation de mise sur le marché au Togo. Des instructions ont été données pour s'assurer que ces médicaments ne figurent pas dans les officines et formations sanitaires de notre pays. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite la population à redoubler de vigilance en évitant de se procurer des médicaments à travers des circuits non formels. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins compte sur le civisme et la vigilance de tous pour éviter des désagréments préjudiciables à la santé publique. Fait à Lomé le 7 octobre 2022, professeur Mustapha Bedi Yawa. Santé encore, les patients du cancer peuvent avoir besoin de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est en effet des soins qui permettent aux personnes atteintes de maladies chroniques de pouvoir vivre dignement. L'importance de ces soins, avec plus de précision, c'est avec Dr Kokou Agoudavi. Les soins palliatifs permettent aux patients de vivre avec sa maladie. Donc, ça améliore la qualité de vie du patient. Et au même moment, quelqu'un qui est formé en soins palliatifs est prédisposé à suivre une pathologie au long cours ou bien à suivre quelqu'un qui est dans sa phase terminale d'une maladie. Vous savez, l'abandon de quelqu'un qui souffre d'une maladie au long cours contribue facilement au décès de cette personne. Mais si on soutient la personne, on est à côté de cette personne et on prend en compte tous ses désirs, y compris spirituels, le patient peut vivre aisément de sa maladie. Ces pratiques vilaines peuvent aussi avoir des effets sur notre santé. Il s'agit des personnes en voiture,
taxi ou personnel qui crachent par-dessus les vitres. D'un autre côté, on a également des camions vidanges ou camions collecteurs d'ordures ménagères mal protégés qui laissent s'échapper des odeurs insupportables ou parfois des eaux usées, éclaboussant parfois d'autres passagers de la route, d'autres usagers de la route. Radio Lomé a baladé son micro dans la rue pour recueillir l'avis de la population sur ces pratiques qui deviennent récurrentes. Écoutons. L'OMS a relevé certains points sur la santé humaine et 5% de la population mondiale sont en bonne santé et de 95% sont malades. Et du coup, nous devons protéger notre environnement, c'est ça qui est très important. Cracher dans la rue, c'est quelque chose qui agit beaucoup sur notre santé. C'est pas bon de cracher dans la rue ou n'importe où l'homme doit aller. Il faut savoir comment se respecter soi-même et respecter aussi les uns et les autres. Bon, moi je pense qu'on peut prévoir des petits pots jetables que chaque personne peut avoir en main lorsqu'il voyage ou bien lorsqu'il est en voiture pour éviter à ce que les crachats puissent tomber sur des gens ou bien être au sol. C'est pas bien pour l'environnement. Bon, il le fait parce qu'il ne sache pas avant de faire. Et donc il faut qu'on se conseille mieux et il faut que l'État aussi voit ces genres de choses. Parce que c'est tout si ces choses-là se produisent, c'est parce que ça vient du haut lieu, de l'État. Si c'est que l'État a mis quelque chose, certaines règles, à la mise à but, vous allez voir quoi, toutes ces choses seront respectées. Merci. L'État doit faire tout possible pour que ces voitures, ces bennes et autres là, qui transportent les déchets autres là, il doit leur voir pour qu'ils protègent ces gens de choses, ils emballent ça proprement dit, pour qu'on mette ça quelque part, qui n'auront pas l'effet sur la population. Propos recueillis par Aimé Sougliman. Les enseignants ont été célébrés courant de cette semaine. Environ 3000 nouveaux enseignants ont débuté leur carrière cette semaine au Togo. À Kara, ils sont plus de 300 à répondre présents à leur nouveau poste. Léontine Tediou a rencontré l'un d'eux pour nous. À Kara, ils sont plus de 300 lauréats de ce concours à être affectés à travers toute la région. C'est le cas de mademoiselle Agboka Gloria, nouvellement affectée au CG Tchanade, à 5 km environ au sud-ouest de la ville de Kara. Elle partage avec nous sa motivation dans ce métier. J'ai une très bonne motivation pour ce métier parce que c'est un métier qui nous permet de communiquer avec la population, pour ne pas dire nos élèves. Et donc ça nous permet aussi de transmettre les connaissances, voire les défis à relever au sein de l'enseignement pour notre pays, le Togo. Le premier jour, j'ai fait la découverte de poste. J'ai aimé l'environnement, le personnel administratif comme le personnel enseignant. Tout est bon, il y a une cohésion. Donc, il y a la collaboration entre nous. Donc, j'ai aimé plus ce côté-là. J'aimerais très bien que ça continue comme ça. Les ambitions de mademoiselle Agboka visant à accompagner les efforts du gouvernement pour une éducation de qualité au Togo sont multiples. Nous la réécoutons. Personnellement, mon ambition est d'aider les enfants à cultiver la connaissance, à multiplier les capacités et les compétences afin d'aider le pays à se développer plus que ça et aussi à former de bons citoyens avec de bonnes moralités. Dans cet élan, elle a exhorté ses pairs à exercer ce métier de la craie avec joie et fierté pour le développement des apprenants et de la nation tout entière. De l'agence togolaise de presse Kara, Léontine Teteo Arokmoé pour Radio Lomé. Léontine Teteo, vous nous amenez également à la découverte d'un autre enseignant. Il aime plus tenir les classes de CM2. Il est 7h30. Debout, fiche en main, M. Akpaini vérifie d'abord la présence de ses élèves de la classe de CM2, une classe qu'il a l'habitude de tenir. À l'entendre parler, tenir l'unique classe d'examen au niveau primaire, c'est donner sa signature aux apprenants pour leur passage au premier cycle du secondaire. Toutes les années, je préfère la classe de CM2 parce que c'est des enfants qui préparent déjà le collège. Et nous avons l'ambition de mettre des choses de base pour qu'ils puissent vraiment continuer au collège. Pour transmettre une connaissance, il faut d'abord la maîtriser soi-même avant de transmettre à autrui. Donc, au préalable, je prépare bien mes fiches, je les maîtrise et en classe, je suis aisé en présentant ces messages. Si le dévouement de l'enseignant s'avère nécessaire, l'amélioration du cadre de travail et la contribution des parents
à travers un suivi régulier de leurs enfants n'en demeure pas moins important pour la bonne réussite, ajoute M. Akpaini. En réalité, le parent qui sait que son enfant doit passer l'examen doit le préparer. Il faut qu'il ait le matériel nécessaire. Nous souhaitons qu'ils aient aussi des documents à la maison, suivre les enfants pour qu'ils fassent leurs exercices à la maison. Proclamée depuis le 5 octobre 1994 par l'UNESCO, cette journée dédiée aux enseignants semble être ignorée par les acteurs eux-mêmes sur le terrain. De l'agence togolaise de presse Kara, Léontine Tateho Arakumawe pour Radio Lomé. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu hier les diplomates accrédités à Ouagadougou. Après avoir donné les raisons du changement à la tête de l'État, il a demandé le soutien des ambassadeurs. Le président du MPSR a saisi l'occasion pour solliciter des partenaires. Le doyen des ambassadeurs, Andrea Romoussi, l'ambassadeur d'Italie, a invité le nouveau pouvoir à respecter les engagements internationaux, surtout en ce qui concerne la protection des emprises diplomatiques, dont certaines ont été la cible des manifestations les 1er et 2 octobre derniers. Djibouti, accrochage meurtrier dans un camp militaire à Garab-Tissan. Les autorités djiboutiennes parlent d'une attaque du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, FRUD. Le parti, de son côté, donc, évoque une riposte. Le bilan officiel fourni par les autorités djiboutiennes est de 7 morts, 4 blessés et 6 disparus, tous dans les rangs des forces armées. En Tanzanie, 2 ONG, les Amis de la Terre et Survie, ainsi que 4 associations ougandaises poursuivent le groupe Total Énergie qu'elle accuse d'avoir manqué à son devoir de vigilance à l'égard de ses filiales et de ses sous-traitants. En cause, le projet d'exploitation du pétrole sur les rives du lac Albert en Ouganda et l'oléoduc East African Crude Oil Pipeline de plus de 1400 km prévu pour l'évacuer. En plus des conséquences en Ouganda, on en sait maintenant un peu plus sur la situation en Tanzanie. C'est ce que regrettent donc ces ONG. 6 pays de l'Union européenne se sont réunis hier à Amsterdam pour resserrer leur coopération contre le crime organisé. Il s'agit des Pays-Bas, de la France, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Ils se sont mis d'accord pour créer des réseaux d'information et d'action afin de lutter contre toutes les formes de crime organisé international, mais surtout contre le trafic de drogue. La cohabitation donc entre civils et militaires au Togo pour un renforcement de confiance dans un contexte de menaces sécuritaires. Yao Kamake s'entretient à ce propos avec 2 personnes ressources. Le ministre Christian Trimois, en charge des droits de l'homme, et le commandant Devo, directeur de l'Agence nationale de l'identification. Mon commandant, tout d'abord, que dites-vous de la restauration de la confiance entre civils et militaires face à la politique de refondation de l'armée au Togo? La refondation a été lancée en 2014 et c'était une volonté des plus hautes autorités militaires d'adapter le dispositif sécuritaire national aux nouveaux enjeux et défis. Vous le savez tous, la situation sous-régionale depuis 2014 s'est tendue. Relations civilo-militaires, le Togo a une longue tradition militaire et l'armée étant un corps appartenant à la société, il s'est toujours imposé aux autorités militaires de pouvoir avoir des relations cordiales de l'institution militaire avec la société. Donc c'est dans cette perspective que se développe toute une panoplie d'actions visant à faciliter les relations entre les militaires et les civils. Et cette refondation a permis d'une certaine manière de raffermir ces liens et cet apport est encore beaucoup plus développé dans la loi de programmation militaire où nous avons un axe qui parle explicitement de ce lien armée-nation à raffermir. Et dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent, lutte contre le terrorisme, il est important que toute la société se mette en ordre de bataille derrière son armée pour faire face à ce danger qu'est le terrorisme. Monsieur le ministre, dans les sous-thèmes développés au cours de ce panel, vous avez abordé un thème qui a porté sur les règles juridiques
qui encadre les relations civilo-militaires sous la 4e République. Que peut-on retenir de ces règles? Si on prend la Constitution de 1992, elle organise un rapport entre le militaire et le civil. Elle permet d'une part de soumettre le militaire à l'autorité politique civile la plus élevée, celle du chef de l'État, et puis d'autre part de mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle de l'activité militaire, notamment sur le plan des inspections qui existent, l'inspection générale des forces armées. Donc vous voyez, c'est un processus qui existe chez nous depuis au moins 30 ans déjà, mais en réalité on peut le remonter depuis l'indépendance du Togo. Peut-on associer les médias dans cette stratégie de rapport civilo-militaire avec ce titre de 4e pouvoir qui est attribué aux médias? Pour les médias, c'est un devoir citoyen. Collaborer avec les forces de défense et de sécurité n'enlève rien à personne. C'est un devoir citoyen individuel et c'est un devoir constitutionnel qui dit que tout Togolais doit contribuer à la sécurité du pays. Or, les professionnels de la sécurité, c'est l'armée et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les médias sont nécessairement associés à ce travail. Vous savez que l'armée même dispose d'un service de communication et donc il y a l'interface avec tous les médias civils. Il me semble que c'est une belle opération. Vous voyez, depuis que nous avons les tâches d'urgence sécuritaire au nord de notre pays, l'armée a déployé aujourd'hui un mécanisme de communication et il y a un point focal qui est le point focal de tous les médias pour les informations à avoir, pour les explications à avoir. Que fait justement l'armée pour promouvoir le renforcement de ces rapports civilo-militaires, mon commandant? Il y a une panoplie d'actions mises en œuvre par le ministère des Armées. Nous avons les actions médicales gratuites. Nous avons tout ce qui est lié au transport de blessés. Pendant la période Covid, le personnel de santé a été au four et au moulin pour pallier l'urgence de la situation. Les armées ont mis à disposition les aéronefs, des hélicoptères, pour déployer très rapidement le personnel du service de santé en attendant que les civils puissent prendre la relève. Il faut savoir que dans les armées, nous avons cette capacité de déploiement en urgence, cette capacité de travailler sur très court préavis et avec peu de moyens est une expertise développée par l'armée togolaise. Et nous mettons à disposition de l'autorité civile cette expertise. Et il faut savoir que l'action des forces armées se fait sur réquisition. On n'agit pas de notre plein gré, c'est l'autorité civile qui réquisitionne les moyens militaires pour pouvoir agir pour le compte des pouvoirs publics. Et c'est encadré par nos tests juridiques et cela va dans le sens de la construction d'une nation forte dans laquelle il y a une cohésion sociale et dans laquelle l'activité économique est florissante. Peut-on avoir un lien entre la restauration de la confiance entre les militaires et les civils et l'adage qui dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse? La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Celui qui a peur se reproche quelque chose. L'institution militaire n'est pas dans une démarche de faire peur, non. Nous réagissons par rapport aux besoins de l'heure. Nous sommes à la disposition des pouvoirs publics. Nous sommes là pour servir. Et notre devise, servir, avec valeur et discipline, permet à la communauté nationale d'être résiliente. La résilience, c'est cette capacité de toute société à ne pas faillir, à ne pas faiblir, même si le choc est violent. Et aujourd'hui, l'outil de défense nationale est en capacité de produire cet appui à toute la société dans laquelle cette armée prend place. Vous êtes appelé, je veux dire l'armée, la grande muette, et vous avez dit dans le développement de votre thématique que l'armée parle peu, mais fait beaucoup de choses. Que se cache-t-il derrière ces propos? Vous savez, quand vous faites de grandes choses, vous n'avez pas besoin de prendre un tam-tam et de crier sur tous les toits. Un bienfait n'est jamais perdu et l'action que nous menons, c'est au profit de nos citoyens. Et pour faire bien, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Parce que le temps que vous prenez pour faire du bruit, vous pouvez consacrer ce temps pour encore faire plus que ce que vous êtes en train de faire. C'est avec vous, monsieur le ministre, que nous allons finir cet entretien. C'est quoi l'Institut des études stratégiques, IES, qui a été lancé ce vendredi, donc, à travers cette conférence sur les relations civilo-militaires? L'Institut des études stratégiques est un institut qui va faire de la recherche sur des questions stratégiques dans tous les domaines, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit social. Réfléchir avec des chercheurs pour voir comment nous pouvons proposer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, des approches différentes pour que le Togo puisse véritablement prendre sa place dans le monde et puis
utiliser tous les leviers de développement dont nos populations ont besoin. C'est un élément de réflexion parce que vous avez vu sur ces 2 dernières années que nous avions 3 crises. Nous avons la crise sanitaire, puis nous avons la crise sécuritaire et bientôt une crise alimentaire marquée par la vie chère. Il faut donc redéfinir les politiques du pays. Des chercheurs vont s'être rassemblés, togolais, étrangers, pour réfléchir à cela. Mais derrière également, l'Institut a vocation à faire de la formation. Et va également former sur des domaines qui sont liés toujours à la notion de stratégie. Troisième dimension, c'est que l'Institut va être donc un point de facilitation pour permettre également la reconnaissance et l'homologation de diplômes qui ne sont pas des diplômes universitaires traditionnels. Un exemple, ce sont les diplômes professionnels ou les diplômes militaires qui sont obtenus par les forces de défense et de sécurité dans leur cursus, dans leur formation normale. Comment créer l'adéquation de ces diplômes et leur équivalence avec les diplômes connus dans le domaine civil? L'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, a été créée le 31 janvier. Quel est son rôle? Bénédicte Kanda reçoit pour nous M. Nawanti Kombaté Yendoubé. Il est chef division système d'information géographique et alerte à l'ANPC. Bonjour M. Nawanti. Bonjour madame. Qu'est-ce que l'ANPC? L'ANPC, c'est l'Agence nationale de la protection civile qui travaille à mettre en œuvre la politique nationale de la protection civile au Togo. Elle est sous tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Quelles sont ses missions? L'ANPC a plusieurs missions. Entre autres, elle a pour première mission de coordonner l'ensemble des actions de prévention des risques de catastrophes et de gestion des situations d'urgence sur l'ensemble du territoire. Elle supervise également les opérations de secours et de sauvetage. Elle organise aussi les exercices de simulation, informe et éduque aussi la population en matière de protection civile. On a tendance à résumer l'agence aux assistances en cas d'inondation ou vent violent ayant décoiffé la maison. Mais c'est bien plus que ça, non, le rôle de l'ANPC? Effectivement, comme je le disais tantôt, c'est elle qui met en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection civile. Et dans cette agence-là, elle intervient énormément dans la prévention de ces risques. C'est vrai que les inondations et les vents violents, c'est un peu la partie visible, parce que quand on arrive avec les vivres et les non-vivres, c'est un peu la partie visible. Mais il y a beaucoup de travaux qui se font avec les autres acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, notamment les autres agences spécialisées, les différents départements du ministère, pour mener ensemble des actions de prévention. Donc actuellement, l'Agence nationale de la protection civile met beaucoup l'action sur la prévention de ces aléas-là, ces risques de catastrophe dans l'ensemble du territoire. Comment se fait la prévention, M. Nawanti? Au niveau de la prévention, l'agence se déploie à mettre en place des actions et des activités, que ce soit des actions structurelles ou bien non structurelles. Les actions non structurelles, c'est beaucoup plus l'élaboration des plans, la préparation et les simulations que nous mettons en place. Nous essayons aussi de sensibiliser énormément la population et d'éduquer aussi en les inculquant un peu la culture du risque, notamment à travers vous les médias. Depuis que l'agence est créée, elle multiplie et intensifie ses sensibilisations. Elle met en place aussi un accent sur le système d'alerte précoce qui est composé de 4 piliers. Donc elle s'œuvre à connaître le risque sur l'ensemble de notre territoire, avoir un profil détaillé du risque sur l'ensemble du territoire. Essayer aussi de mettre en place les services d'alerte. Nous avons en notre sein au niveau de l'Agence nationale de la protection civile une cellule de veille qui travaille. Et le troisième pilier, c'est la diffusion et la communication que nous sommes en train de mettre en place aussi avec l'aide des médias. Et le quatrième, c'est la préparation, comme je le disais, à travers quelques exercices de simulation, le renforcement des capacités de certaines structures en technique, et la dotation, le prépositionnement des matériels d'intervention. Voilà ce que je peux dire en résumé sur ce que nous sommes en train de faire, que ce soit même dans les actions de reboisement aussi. L'agence œuvre avec ces actions à mettre en place avec les autres acteurs, notamment l'environnement. Quels sont les profils des risques au Togo? Le Togo est exposé à plusieurs aléas. On va citer les inondations qui sont un peu visibles. Il y a les vents violents, il y a les incendies, les feux de végétation, les épidémies, les épizooties sont les épidémies qui touchent les animaux.
Nous avons aussi les sécheresses que nous voyons un peu par-ci. Il y a aussi les conflits communautaires que nous enregistrons aussi sur toute l'étendue du territoire. Il faut aussi noter l'érosion côtière aussi, qui est un phénomène insidieux qui nous touche énormément. Il y a les submersions marines dues fortes marées que nous enregistrons sur toute la côte togolaise aussi. Et il y a aussi certains aléas futurs liés à la technologie que nous sommes en train de surveiller, notamment le transport des marchandises dangereuses, qu'il faut aussi compter parmi les aléas que nous avons au Togo. Les conflits entre communautés sont aussi des aléas. Bien sûr, c'est un aléa majeur, notamment dans certaines communautés où on voit des risques de conflits liés au foncier et parfois à la transhumance. Donc c'est un aléa récurrent. Nous observons très souvent dans certaines préfectures où ce problème demeure. Et c'est une priorité aussi pour le gouvernement de trouver une solution pour ces conflits communautaires. On connaît maintenant les aléas. Comment se présente la cartographie de ces aléas? Oui, bon, comme nous sommes à Lomé, je peux commencer directement par Lomé. Nous avons au niveau de la côte l'érosion côtière, les submersions marines qui donnent des inondations. Il y a les hautes marées aussi qui sont sur toute la côte, de Lomé jusqu'à Neho. Nous avons aussi les inondations qui touchent particulièrement la région des savanes et la région maritime. Surtout pour la région maritime, c'est le Grand Lomé et le maritime Est, notamment les préfectures des lacs, Bamounou et Yoto. Pour les vents violents, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire, nous enregistrons ces vents violents qui deviennent de plus en plus récurrents. Et les feux de végétation aussi, qui auparavant touchaient que les régions septentrionales, actuellement touchent toutes les régions du pays, les 5 régions. La sécheresse aussi, c'est pratiquement toutes les régions. Nous avons aussi des zones d'éboulement ou bien des mouvements de terrain. C'est les régions montagneuses, notamment Daï, Bélé, Cloto, Défalé et bien d'autres sur toute la chaîne de la Tekora. Pour les conflits communautaires, il y a pas mal de préfectures. Nous enregistrons beaucoup ces conflits. Toutes les préfectures qui abritent les couloirs de transhumants, les transhumants qui nous viennent du Sahel. Je peux citer un exemple de Pendjal, Tchamba, Agné et même Dankpen aussi qui enregistrent très souvent ces conflits. Bon, pour les épidémies, c'est tout le pays. Les épizooties aussi, c'est toutes les régions qui sont touchées. Voilà en résumé quelques profils et la cartographie de ces. L'Agence nationale est en train d'œuvrer pour faire sortir dans chaque préfecture, chaque commune, la cartographie précise de ces risques-là. Monsieur Nawanti, l'ANPC a des antennes partout sur le territoire. Quelles sont-elles? Oui, l'agence, d'abord, elle a des directions régionales. Il y a 2 directions régionales basées à Kara et à Takwame. Et elle compte dans son sein 5 antennes. C'est dans l'objectif de se rapprocher de plus de la population. Donc l'agence a créé 5 antennes. Il y a une antenne à Neho qui couvre 4 préfectures, Lac, Vo, Bamono et Yoto. Il y a une autre antenne à Gbalimé qui couvre aussi 4 préfectures dans sa zone de compétence. Il y a une 3e à Sotoubois, une 4e à Guérenkouka et une 5e à Dapan. Donc toutes ces antennes sont créées pour se rapprocher un peu plus de la population pour une efficacité maximale lors de nos interventions. Et pour finir, quelles sont les réalisations et les actions de l'ANPC? Bon, pour les actions et les réalisations de l'ANPC, au quotidien, l'ANPC a beaucoup investi dans la prévention, notamment en mettant en place actuellement le système d'alerte précoce multi-risque. Elle a renforcé la gouvernance des élus locaux en les formant et en éditant aussi un guide à l'usage de ces élus locaux pour les maires, les préfets. Elle a aussi élaboré plusieurs cartes, comme je le disais. Bon, comme exemple, la cartographie des bassins de dépression du Grand Lomé. Les 13 communes ont bénéficié de cette cartographie des zones de dépression et les bassins, donc les zones inondables. Nous avons aussi élaboré 23 cartes des zones inondables pour 23 communes sur toute l'étendue du territoire.
Nous sensibilisons la population, surtout les médias ou bien des professionnels d'enseignement. Voilà en filigrane ce que nous pouvons dire pour l'instant comme activité. Et au quotidien, elle s'évertue, je parle de l'agence, à mener ses activités. Elle aussi assiste, comme vous l'avez dit, lors des situations d'urgence. Elle apporte une assistance rapide aux populations sinistrées et une compassion pour du gouvernement. Merci, Monsieur Nawanti. Merci, Madame. Les sports, Ligue africaine des champions de football, la deuxième phase des préliminaires allées est au programme ce week-end. Cet après-midi, Asco de Kara reçoit son homologue algérien JSK. Le match débute à 15h précises au stade de Kégué à Lomé. Voici quelques autres affiches. Young African All Hilal, La Paz Mamelodi, Nigélé Raja Casablanca et déjà hier, Al-Merrek a battu Al-Ali Tripoli 2-0. Par la Coupe CAF, ASK de Kara reçoit, pour la Coupe CAF, donc, ASK de Kara reçoit demain dimanche USM d'Algérie, toujours au stade de Kégué à Lomé. Pour cet après-midi, le match vous sera retransmis sur Radio Lomé. Sans transition, nous passons aux échos du palais. Accusé de meurtre sur sa femme, la nommée Madjafé Tom est condamné à 50 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits, c'est avec Hélène Assabi. Le 15 mars 2009, vers 11h, le sieur Madjafé Tom et Esso Solim, sa fillette de 3 ans, sont conduits à moto par un voisin à la brigade de gendarmerie de Longabou. Portant une blessure au cou et tout couvert de sang, il explique aux agents enquêteurs qu'il était tranquillement dans son champ, ensemble avec son épouse et sa fillette, quand ils ont été attaqués sans raison et à coups de machette par 2 peuls nomades. Et bien que blessé au cou, il réussit à échapper aux tueurs pour se cacher dans la brousse. Quelques minutes plus tard, retournant sur les lieux, il retrouva sa femme morte, la gorge tranchée, tandis que sa fillette était couchée inconsciente à côté d'elle. C'est donc ces faits qu'il est allé dénoncer pour que les auteurs soient retrouvés et traduits en justice. Entre-temps, Madjafé Tom, qui a annoncé la triste nouvelle au village, a suscité des représailles à l'endroit des Peuls de la localité. Ces représailles ont fait au sein de la communauté Peul 10 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le 20 janvier 2011, Madjafé Tom, jusque-là à l'abri de tout soupçon dans la survenance des événements du 15 mars 2009, est interpellé pour homicide commis sur la personne de sa femme Essoranam en raison de son comportement qui devenait de plus en plus suspect et suite aux révélations de sa fillette, témoin du meurtre de sa mère. En enquête préliminaire, il nie toute implication dans le meurtre de sa femme. En première comparution devant le juge d'instruction également, il clame toujours son innocence. Au cours de l'interrogatoire de fond, il avoue enfin son crime et explique que le 15 juillet 2009, il a eu des altercations avec sa femme au champ et au cours de la bagarre qui s'en est suivie, sa femme a tenté de l'assommer avec un morceau de bois. Il a réussi à esquiver le coup et a utilisé un coupe-coupe pour lui asséner en défense un coup à l'épaule. Elle s'écroula et le temps de lui porter secours, elle rendit l'âme. Pris de panique, il tenta de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge avec sa machette. Vu la douleur atroce qu'il ressentait, il n'a pas eu le courage de continuer et a couru chercher de l'aide au village tout en racontant les faits à un charlatan qui logeait dans une maison voisine. Il a ajouté qu'avec l'aide de ce dernier, des enfants de celui-ci et d'autres personnes, il alla chercher le corps de sa femme puis l'enterra à la hâte au village. Les renseignements recueillis sur l'inculpé lui sont peu favorables. Il est en effet décrit comme une personne violente et bagarreuse qui s'adonne à l'alcool et consomme du cannabis. Accusé donc de meurtre sur sa femme, un fait prévu et puni par l'article 165 du nouveau code pénal, le sieur Madjafé Tom a été condamné à 50 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara à samedi prochain. À la une des parutions, le coup d'état militaire au Burkina Faso et la session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO tenue à Lomé cette semaine. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima.
Cette deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO a été consacrée à l'étude et à l'adoption du budget qui permettra à la représentation communautaire de réaliser ses missions, relève Ouattara les vainqueurs. L'économiste du Togo ajoute qu'il s'agit aussi pour l'institution sous-régionale de rendre publiques ses activités et de créer un moyen permettant aux députés d'interagir directement avec la population. Deuxième coup d'État en 8 mois au Burkina Faso, la CEDEAO entre putsch, coup d'État constitutionnel et terrorisme, titre Liberté. Damiba le tombeur tombé mentionne le bâtisseur qui poursuit onction de la CEDEAO pour le nouveau putschiste, le capitaine Traoré, dans un climat très hostile. Temps Nouveau propose à l'organisation sous-régionale d'œuvrer pour la sécurité et le développement pour éviter les coups d'État. Autre sujet relevé par les parutions, la sanction du ministre de l'Enseignement supérieur à l'endroit de 3 candidats qui ont fraudé au bac 2, la libération de 3 enseignants en conflit avec la loi et la prise de fonction de l'ancien premier ministre Gilbert Rumbo à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Merci donc à vous Léontine Togima, merci à vous également éditeurs de nous avoir suivis. Le journal s'achève. Le rappel des titres: améliorer les relations entre civils et militaires pour une meilleure cohabitation. Le sujet était au centre d'une conférence hier à l'université de Lomé. Bonsoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg